Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Plus que 2 mois avant les élections en République démocratique du Congo, même si la machine à voter ne fait pas l'unanimité, la plupart des partis se disent prêts pour ce scrutin crucial. Dans l'actualité également, nous découvrirons l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, une norme adoptée par 24 pays du continent afin de mettre en lumière l'utilisation des revenus provenant des ressources de différents pays. Et puis Djibouti veut accroître son autonomie énergétique et mise pour cela sur l'énergie solaire. Le pays œuvre ainsi afin de ne plus être dépendant de l'Éthiopie. À 2 mois des élections en République démocratique du Congo, les forces politiques soutiennent la tenue des élections le 23 décembre prochain. Bien que la machine à voter ne suscite pas l'adhésion de tous les partis, l'UDPC et le Progrès social se démarquent de l'opposition et se disent prêts à aller aux urnes malgré tout. Certains partis de l'opposition continuent de protester et prévoient même des manifestations. On fait le point avec notre correspondant Jacques Amboka. Il n'y aura donc pas un énième dialogue pour une quelconque transition en République démocratique du Congo. Dans 60 jours, le pays va organiser les scrutins combinés, soit la présidentielle et les 2 législatives. Le Front commun pour le Congo, la plateforme mise en place par le président Joseph Kabila, réaffirme son engagement d'aller aux élections le 23 décembre. La position donc du Front commun pour le Congo aujourd'hui, c'est celle de pouvoir soutenir le processus électoral tel que conçu et mis en œuvre aujourd'hui par les institutions compétentes, en amont la CENI et en aval la Cour constitutionnelle. La machine à voter rejetée par l'opposition n'est plus un préalable pour le principal parti de l'opposition. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti d'Étienne Tshisekedi, aujourd'hui dirigé par Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle, avec ou sans cet outil, on doit aller aux élections. Refuser d'aller aux élections, c'est accorder un chèque en blanc à M. Corneille Nangaa, accorder un chèque en blanc à M. Joseph Kabila de s'éterniser au pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous avons dit nous allons partir aux élections avec ou sans machine à voter, puisque Chadari, dont venait d'évoquer, n'a pas un discours. Il va dire quoi? L'opposition et la majorité prévoient chacune la tenue des manifestations ce week-end à Kinshasa. L'opposition va manifester sans l'UDPS contre la machine à voter ce vendredi 26 octobre. Quant au FCC, il tiendra son premier meeting le samedi 27 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Un week-end mouvementé qui, aux yeux des observateurs, annonce les couleurs de la campagne électorale pour les scrutins du 23 décembre. Les désaccords au sein de la classe politique togolaise persistent. L'Assemblée nationale a désigné ce 22 octobre les membres de l'opposition devant siéger à la commission électorale. L'UFC maintient son siège contre la décision de la coalition de l'opposition qui dénonce un coup de force du parti au pouvoir. Des explications avec Emefa Kofi. Malgré les nombreuses médiations, le Togo semble s'éloigner d'une issue définitive de la crise politique envisagée par la CEDEAO. Après la désignation des représentants de l'opposition devant siéger à la commission électorale par la coalition des 14 partis politiques le 30 septembre 2018, c'est le statu quo. Pour cause, le parti Union des forces de changement de l'opposant Gilles Christ Olympio conserve son siège auquel viennent s'ajouter les 4 autres désignés le 22 octobre par l'Assemblée nationale. Nous représentons 10% du corps électoral. Nous y sommes en vertu de la loi portant statut de l'opposition et en vertu du code électoral. Pour la coalition de l'opposition, l'Union des forces de changement n'est plus un parti d'opposition depuis l'accord politique signé avec le parti au pouvoir en 2010. La coalition qualifie de coup de force et d'unilatéral la démarche de l'Assemblée nationale. Le comportement du régime en face ne nous laisse d'autre choix que de recourir au droit constitutionnel de manifester. Maintenant, tout est une question d'opportunité. Nous n'avons pas annoncé de date. Nous demandons aux populations d'être à l'écoute. À l'Union des forces de changement, la coalition de l'opposition mène une politique d'exclusion. Sur cette question qui divise, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est attendue. Le processus électoral, lui, suit son cours. Les élections législatives sont prévues le 20 décembre 2018.
Instaurer la transparence dans les industries extractives en Afrique, tel est l'objectif de la norme ITIE, adoptée par 24 pays sur le continent. Ces États se réuniront à Dakar, au Sénégal, à l'occasion d'une conférence sur la problématique de l'utilisation des revenus issus des ressources de chacun des pays. Explication avec Siamlo Victoria Seji. Selon la Banque mondiale, l'Afrique concentre environ 30% des réserves minérales mondiales, sauf que les retombées restent en deçà des attentes des populations. Dans plusieurs pays, l'exploitation des gisements est parfois source de conflits. Des analystes déplorent que peu de chiffres sont livrés dans le domaine. Les États ont des difficultés à contrôler les multinationales elles-mêmes et l'État n'est pas toujours disposé à rendre des comptes. Donc je vais vous donner un exemple du Botswana qui est relativement très bien placé, qui ont comme matière première le diamant, qui ont toute une structure de l'État très transparente, qui fait qu'ils ont une information précise à donner sur ce que font les multinationales, ce que fait l'État avec cet argent-là. En Afrique, les bénéficiaires effectifs des entreprises extractives sont rarement ou pas dévoilés. Des experts notent un défaut de transparence quant à la signature de certains contrats et les scandales sont parfois difficiles à vivre par les communautés. Si la société civile africaine, si les États sont en phase, c'est-à-dire qu'il y a une démocratie qui fonctionne, des alternances politiques qui fonctionnent, si les constitutions ne sont pas modifiées de manière intempestive, alors vous avez par définition un niveau de transparence sur les opérations des mines et de l'industrie extractive en général très élevé. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives a pour vocation de faire la lumière sur les revenus tirés par le secteur. En ce sens, une vingtaine de pays africains se sont donné rendez-vous à Dakar le 31 octobre 2018 en vue d'engager de nouvelles réflexions. En quête d'indépendance énergétique, Djibouti mise sur le développement du solaire pour favoriser l'utilisation des énergies renouvelables. Une priorité pour le gouvernement qui espère ainsi être moins dépendant de l'Éthiopie. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré avec les commentaires de Siamlo Victoria Seji. Djibouti veut réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'Éthiopie. En effet, le pays importe plus de 70% de sa consommation locale en électricité de son voisin, ce qui a un coût sur la productivité des entreprises de ce pays d'Afrique de l'Est. Et pour y arriver, les autorités misent sur les énergies solaires. Vous savez que Djibouti est sur le rift du Valais. Donc nous avons des potentiels en géothermique qui avoisinent les 1000 MW. Nous avons des vents avoisinant les 8 à 12 mètres de vitesse qui peuvent faire tourner des puissants générateurs. Donc je crois que nous pouvons produire une énergie suffisante pour la République de Djibouti, mais aussi l'exporter les années à venir. Le pays a pourtant l'un des taux d'ensoleillement les plus élevés au monde, avec 300 jours dans l'année, et des initiatives privées sont nées pour encourager les autorités. Présente à cette rencontre sur les énergies renouvelables qui s'est tenue du 21 au 23 octobre à Djibouti, Solar 7 ambitionne de rendre disponibles des kits solaires à moindre coût aux populations. Jusqu'à présent, nous avons installé aux alentours de 2000 poteaux luminaires solaires ici à Djibouti, en centre-ville et en région. Nous avons aussi installé des kits solaires domestiques autonomes sur 500 maisons dans les quartiers les plus populaires de Djibouti. Les défis principaux sont vraiment l'expansion. Donc on veut vraiment aujourd'hui s'agrandir et le but ultime c'est de faire notre usine de panneaux solaires. Donc ça c'est dans les prochains mois et à terme avoir des produits 100% djiboutiens. On rappelle, le taux d'accès à l'électricité à Djibouti est de plus de 50%. L'objectif des autorités étant de consommer de l'énergie électrique 100% verte d'ici à 2025. Le Rwanda poursuit ses efforts d'électrification nationale et ambitionne d'atteindre les 100% d'ici 2024, contre 47% actuellement. Le pays a reçu un prêt de 269 millions de dollars de la Banque africaine de développement afin de poursuivre sa dynamique. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakiaï Senga. Le Rwanda intensifie ses efforts pour atteindre son objectif d'électrification complète d'ici 2024. En plus de la signature d'un accord de prêt de 269 millions de dollars américains avec la Banque africaine de développement le 16 octobre 2018, le pays a procédé à l'inauguration de 3 installations électriques d'une valeur de plus de 50 millions de dollars en l'espace d'1 mois. About 28% will be used
28% de cet argent seront utilisés pour améliorer l'approvisionnement électrique dans le pays, tandis que 64% seront utilisés pour augmenter l'accès électrique sur le réseau pour les foyers et les producteurs. L'accès hors réseau et le renforcement des capacités institutionnelles bénéficieront respectivement de 4 et de 3%. Le prêt concessionnel sera décaissé dans le cadre de la deuxième phase du programme d'intensification de l'accès à l'électricité. Grâce à ce prêt, plus de 190 000 connexions en réseau seront effectuées en 3 ans. Les activités économiques dans le pays nous poussent à faire vite pour l'électrification du pays. Pendant longtemps, nous avons eu des soucis, mais nous nous rattrapons maintenant. Plusieurs projets en cours devraient nous permettre d'atteindre notre objectif. Par exemple, la station à la frontière avec la Tanzanie qui sera opérationnelle d'ici février 2020. Dans son programme de transformation nationale, le gouvernement rwandais ambitionne d'atteindre 100% d'électrification nationale à l'horizon 2024. À 6 ans de l'échéance, le pays enregistre actuellement un taux de 46,4%. La Ligue des champions de la CAF se poursuit avec la qualification de l'équipe égyptienne Al Ahly pour la finale du tournoi. Les Égyptiens ont perdu à Sétif 2-1, mais ont réussi à conserver un avantage après leur victoire 2-0 lors du match aller. Il s'agit de la 12e qualification au final pour l'équipe qui se retrouvera face à l'Espérance Tunis. Le match aller est prévu pour le week-end du 2 au 4 novembre et le match retour pour celui du 9 au 11 novembre. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.